Je suis Salim, je travaille à Plug and Play. Tu as quand même un parcours assez atypique, école américaine, football à haut niveau. Il y a des choses qui t'ont choqué quand tu as intégré Plug and Play? On peut lever 7 ou 8 millions avec une page et demie sur Word. Ça existe vraiment. Ça, c'est réel. Toi, ton but, c'est vraiment de trouver la future licorne. C'est ça, exactement. Je te laisse t'imaginer quand tu investis dans Google, alors qu'ils sont que quelques personnes, le retour que tu peux faire à partir de là. Cette année, en 2025, ça a été quoi les grandes méga-trends? L'IA, mais peut-être en plus de l'IA, dire un peu ce qu'on voit dans l'IA. Pour les start-upers, c'est un petit peu plus dur de lever des fonds qu'auparavant. Quel est ton feeling par rapport à ça? Peu importe les conditions du marché, pour moi, un bon entrepreneur réussira à lever dans tous les cas. C'est une des raisons, je pense, pour laquelle les entrepreneurs ont du mal parfois à lever des fonds auprès de VC. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est important justement pour un investisseur d'avoir tous ces tours de table-là? Et on veut voir une boîte atteindre 100 millions de revenus le plus rapidement possible. La durée de vie d'un fonds, c'est 10 ans. Quand on voit une boîte ne plus vouloir lever, ça va vouloir dire que la valo ne va pas évoluer, puis ils ne vont pas croître rapidement. Tout ça fait qu'on ne pourra pas retourner notre argent à nos investisseurs. L'année dernière, ça m'est arrivé, tout semblait bien. Et là, elle arrive dans le partner, elle dit... Et là, je mis mes deux mains devant mes yeux. La situation était un peu bizarre pour le reste du call, mais on a dû passer malheureusement. Salut Salim. Bonjour Ellie, comment tu vas? Très bien et toi? Merci d'être venu et bienvenue sur La Place, donc le podcast où justement on donne la parole aux acteurs de l'écosystème, VC et start-upers. Et donc, bienvenue et merci d'être parmi nous. Pour commencer, je te laisse te présenter, m'en dire un petit peu plus sur toi, sur ton parcours, sur ce que tu fais aujourd'hui. Tout d'abord, merci pour l'accueil. On est dans un studio plutôt sympa. Quand il s'agit de me présenter, donc je suis Salim, je travaille à Plug and Play, qui est un VC américain. Ça fait maintenant 3 ans et demi que j'y suis. Voilà, mon job, c'est rencontrer des entrepreneurs et essayer d'investir dans leur boîte. Trop cool. On va rentrer petit à petit dans les détails. On ne veut pas spoiler et dire tout de suite ce que tu fais. Ça serait trop facile. Mais voilà, on va rentrer dans ton parcours, parler un petit peu de toi, de comment justement tu as pu intégrer cet écosystème qui est quand même un écosystème qui peut parfois être un petit peu fermé et comment justement Plug and Play se différencie par rapport à d'autres acteurs qu'il y a sur le marché. Et enfin, plutôt parler de toi, de ta vision, de ce que tu défends et de ce que tu représentes, parce que je pense que tu as beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc voilà, je suis vraiment content. Pour la petite anecdote, hein, j'aime bien parler de football. On s'est rencontrés sur un terrain de football au cours du VC5 avec plein d'autres VC et on avait gagné pas mal de matchs. Écoute, j'ai fait ma petite enquête et j'ai vu que tu as quand même un parcours assez atypique, école américaine, football à haut niveau, beaucoup de stages et de missions avant de justement rentrer dans cet écosystème. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu cette histoire? Oui, bien sûr. D'abord, en sortant du lycée, je savais pas exactement ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais aller à l'étranger. Au départ, j'ai essayé d'aller aux États-Unis pour jouer au football là-bas. Mais bon, comme tout footballeur qui se reconnaît, j'ai eu une blessure au ligament. C'était pas le ligament croisé, mais c'était le ligament antérieur. Donc ça varie un peu par rapport à ce que tu as pu entendre. Donc je me suis trouvé dans une situation où je pouvais pas forcément aller aux États-Unis parce que j'avais perdu la bourse que j'avais initialement obtenue. T'avais quel âge à ce Donc moment-là? j'avais, en sortant du lycée, 18 ans Ouais. peut-être? Ok. Et donc après ça, je me suis retrouvé en Irlande. J'ai réussi quand même à aller à l'étranger. J'ai fait, du coup, mes premières années d'études là-bas. J'ai aussi fini à Paris, du coup. Mhm. En parallèle de mes études, j'ai fait un peu des stages. J'ai un peu eu des expériences dans à peu près tous les domaines, Ok. que ce soit, en vente, dans l'événementiel, en finance, en conseil, plein d'autres choses autour de ça. Donc j'ai jamais su exactement ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais travailler dans le business. Ok. Du coup, à travers cette expérience, j'ai beaucoup appris. Et quand est venu le moment pour moi pour trouver un vrai travail, du coup, un travail full-time, j'ai postulé un peu partout et je me suis retrouvé à Plug and Play et j'y suis toujours. Donc voilà. Trop bien. Pour revenir justement sur la partie études et cette partie avoir envie d'aller à l'étranger, qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? Je sais pas si je peux dire c'est stupide ou c'est débile, mais en étant petit, j'ai toujours été fasciné par les séries américaines. La première que j'ai regardée, je crois que c'était Dexter. Après, j'ai regardé How I Met Your Mother, Friends, et cetera. Et j'ai toujours été attiré par la vie US, vivre des choses incroyables là-bas. Tout est plus grand, tout est plus fort. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a attiré initialement.
Et après ça, j'ai essayé d'en faire mon but. Ça s'est pas passé au final, mais bon, j'ai eu un très bon, remplacement qui était l'Irlande où j'ai vécu de mes meilleures années là-bas donc voilà. Et dans quelle école t'étais en Irlande? J'étais dans l'école américaine. Pareil, j'ai toujours été dans le principe où, je voulais rejoindre une école américaine parce que les écoles françaises, peut-être aussi européennes, j'aimais pas trop le système. Dans le sens, c'est beaucoup, apprendre sur l'histoire des choses plutôt que faire du concret. J'aimais aussi l'idée de travailler en groupe, l'idée aussi peut-être d'avoir moins d'heures par semaine, comme ça me laisse le temps de faire pas mal d'autres activités. Donc voilà. OK, et donc c'était des études en 5 ans, comme une école de commerce, ici, C'est en France? c'est un peu différent parce que du coup, le bachelor américain, il s'effectue en 4 ans. Je sais pas comment c'est reconnu, il y en a qui le reconnaissent comme un bac+5, comme un bac+4. Mais du coup, j'ai fait mon premier bachelor de 4 ans et ensuite, du coup, j'ai continué l'année, 1 année en master, en France, du coup, à l'EDEC. OK. Est-ce que le fait d'avoir étudié à l'étranger, pour toi, ça a été un avantage ou alors, plutôt un inconvénient par rapport, ben, aux autres jeunes de ton âge qui ont ensuite postulé sur les mêmes jobs que toi? Pour moi, je pense, surtout dans le secteur dans lequel je suis actuellement, ça a été un avantage. C'est vrai que dans les entretiens que j'ai faits, quand j'ai commencé, on me posait beaucoup la question. Je pense que j'ai bien répondu aux questions, quand elles venaient. Mais l'idée, quand on étudie à l'étranger, c'est vraiment de montrer qu'on est, qu'on peut s'adapter à un cadre international, qu'on a la capacité aussi de parler anglais, ce qui est difficile à prouver avec un TOEIC ou quelque chose comme ça, même si on a un bon score et pas mal de choses autour de ça aussi. Ouais, et puis ça permet aussi d'être, différente de la masse et justement, aujourd'hui, faire une école de commerce, qu'elle soit grande ou pas, je dirais beaucoup de personnes y ont accès Mmh. et donc tu te différencies, d'autant plus. Et Ouais, pardon. exactement, juste pour compléter, quand je regarde actuellement, du moins en finance ou même en conseil, les expériences de mes camarades, c'est beaucoup, j'ai fait école de commerce, j'ai fait mes stages, que ce soit en M&A, conseil, VC et cetera et ensuite après j'ai fait un travail full time. C'est vrai, il y en a très peu qui ont étudié à l'étranger, pas seulement fait un transfert de quelques mois, mais qui ont étudié directement à l'étranger. Trop cool, et donc quand tu es revenu en France, l'EDEC, pourquoi? Comment tu as choisi cette école? C'était un peu aléatoire dans le sens où, j'avais besoin d'une rentrée qui me convenait. Mmh mh. C'était en même temps que j'ai commencé Plug and Play, donc je voulais aussi, ne pas quitter mon travail tout en faisant le cursus. Donc je pouvais effectuer la formation, Mmh. le master en ligne. Donc c'est vraiment pas mal de choses autour de ça et aussi le fait que j'ai un bon ami qui a fait l'EDEC, qui m'en a dit du bien. Donc à partir de là, pour moi, c'était un peu un no-brainer et j'ai beaucoup apprécié l'année que j'ai effectuée là-bas. OK, et donc tu faisais l'EDEC et en même temps, j'imagine, du coup, en alternance, le C'est ça, plug and c'était play? plus travailler beaucoup les week-ends et OK. les soirs, que l'alternance, mais on peut considérer ça comme l'alternance, je suppose. OK, hyper intéressant, et donc tu parles de tes stages et cetera. Je sais que c'est hyper, heu, formateur et structurant pour une carrière. Ça a été quoi ton premier stage? Mon premier stage, je sais pas si c'était structurant ou formateur, mais en fait, j'étais chargé d'événementiel, pour faire tout ce qui est, soirée, pool party, dans les restaurants et cetera, dans la OK. ville de Valence en Espagne. Donc j'ai passé réellement les, 3 ou 4 meilleurs mois de ma vie là-bas. Je travaillais littéralement, de 16 heures à 2 heures, 3 heures du matin, sachant que la deuxième partie de la journée, c'était plus vraiment, rencontrer du monde et faire la fête tout simplement. Trop Mais bien. j'ai beaucoup appris, que ce soit sur le networking, que ce soit aussi sur le fait de devoir travailler dur et aussi, Ouais. rencontrer du monde, c'était sympa. Ouais, et malgré tout, dans un cadre professionnel, ben, tu as dû apprendre à être professionnel et c'est quelque chose qui s'apprend qu'en travaillant. On ne l'apprend pas à l'école, ça, c'est C'est sûr. ça, exactement et c'est vrai quand j'ai postulé à d'autres jobs, je l'ai pas formulé comme j'étais en boîte de nuit tous les soirs. C'est vrai que ça aurait été un peu maladroit de ma part. Et ensuite, les autres stages que tu as fait, je crois que tu es passé par, Monoprix, il me semble, Mmh. plutôt côté opérationnel? C'est ça, exactement. Donc j'ai trouvé un stage grâce à mon école à ce moment-là. Donc à Monoprix, j'ai beaucoup travaillé sur la stratégie. C'était la stratégie de rentrée, à travers leurs offres, à ce moment-là. Mmh. Donc ça, c'était intéressant. J'ai fait aussi, une expérience à SAP où j'ai travaillé sur le développement d'un programme de mentorat inversé. Ça aussi, c'est super intéressant. Je crois que maintenant le programme ou du moins quand j'ai quitté, il a été utilisé, par 5 000 employés en France. OK. Donc c'est assez conséquent et enfin, mon dernier stage, je l'ai fait dans une start-up à Amsterdam. C'était une start-up de skincare pour femmes.
Mais bon, j'ai beaucoup aimé avoir des produits. C'est vrai que les femmes ou les filles dans mon entourage, elles étaient gâtées à ce moment-là. J'imagine. Et j'ai beaucoup aussi appris d'entrepreneuriat, du multitasking et pas mal de choses aussi. Et à quel moment tu t'es dit: «OK, je veux aller en VC»? Ça, c'est une très bonne question. En vérité, je me suis jamais réellement, dit ça. Pour être honnête, quand j'étais sur le point de finir mon stage, dans la startup aux Pays-Bas, j'étais dans une situation où ils pouvaient pas me garder, je devais trouver un travail. La première chose, c'était, créer un CV et ensuite aller sur LinkedIn. Je voulais pas forcément aller sur d'autres plateformes pour ensuite remplir des cases et dire: «Tiens, j'ai fait telle école, j'ai fait telle expérience». Donc j'ai sélectionné le Easy Apply sur LinkedIn. J'ai postulé un peu une quinzaine, une vingtaine d'offres. Au final, j'ai eu peut-être 7, 8 entretiens. J'ai eu 3 offres à la fin et c'est vrai que je me suis retrouvé à Plug and Play parce que j'aimais beaucoup comment dire? Le business d'une manière générale, le côté tech, le côté, investissement, le côté, découvrir de nouvelles technologies et aussi, l'innovation d'une manière générale. Trop bien. Et donc même le terme VC, les tout le jargon qu'il y a là-dedans, donc tout ça, tu l'as appris finalement sur le tas, en bossant directement chez eux? J'ai commencé à en entendre parler quand j'étais à l'école. C'est vrai que j'entendais plus parler des gros fonds, que ce soit Sequoia, Kinsey et cetera. Le VC était pas mal mêlé à tout ce qui était private equity, mais j'avais pas forcément une vision directe de ce qu'était cette industrie-là et c'est vrai que j'ai découvert à travers Plug and Play, du coup, en étudiant pendant l'entreprise, pendant mes entretiens, mais aussi quand je voyais que les deals étaient présentés. J'aimais beaucoup du coup l'idée de rencontrer des entrepreneurs, évaluer leur boîte et potentiellement investir. Trop trop bien, hyper intéressant. Et justement, c'est un monde qui est quand même hyper fermé, que voilà, peut-être, tout le monde ne connaît pas. Il y a des choses qui t'ont, choqué, on va dire, quand tu as intégré Plug and Play? Il y a des choses, bah, fermé, je sais pas à quel point c'est fermé. C'est vrai que en fait, c'est fermé peut-être de l'extérieur, Mmh. mais quand on y est, on se rend compte que tout le monde se connaît et que au final, c'est un écosystème assez ouvert. Parce qu'on va rencontrer très souvent les mêmes personnes. Je dirais la chose qui m'a choqué le plus et quand j'en ai parlé plus tard à des amis qui sont en dehors de cet écosystème-là, ça les a choqués aussi. C'est le fait qu'on peut lever, 7 ou 8 millions avec une page et demie, sur Word. Donc ça existe vraiment? Ça, c'est réel. J'ai assisté, c'était un deal qu'on voulait faire, qu'on a perdu malheureusement, mais c'est assez intéressant de partir sur cette page et demie et ensuite faire une Didi qui fait peut-être une dizaine de pages. Donc voilà. Est-ce que ça se fait encore aujourd'hui? Oui, ça se fait toujours, surtout avec l'IA maintenant, quand on voit des entrepreneurs qui sortent des grands labs ou des grandes entreprises de la Silicon Valley, Mmh. avec du coup des projets assez fous. On le voit très souvent. Ça a commencé peut-être en France en 2023 avec Mistral. Et là, il y a quelques boîtes toujours qui lèvent avec cette perspective, mais c'est vrai que c'est très, très rare quand même. Et donc là, à ce moment-là, en fait, tu investis vraiment sur un gars et tu lui fais confiance, quoi? C'est ça, on investit sur son équipe, sur la capacité d'exécution, mais aussi, au final, ça va ressortir, ça va être un pari au final sur tout ça, et on n'aura réellement jamais de concret quand on investit dans ce type de solution. Ça doit être un peu stressant. C'est vrai que c'est stressant, oui, oui, mais au final, quand on rencontre un fondateur, exceptionnel, on a tout ce qu'on a envie, c'est de lui donner de l'argent et on n'est pas les seuls. Oui, ouais, j'imagine. Et même le fait de pas être seul, bah, ça aussi, ça te rassure? Exactement, OK. Pour terminer un petit peu sur ce monde du VC et comment on l'intègre et cetera, on reçoit, nous, beaucoup de CV, beaucoup de messages de gens qui veulent intégrer cet écosystème-là. Si tu avais, allez, un et peut-être 2, si tu es généreux, conseils à donner à un jeune aujourd'hui, en école de commerce ou non, qui veut intégrer le monde du VC? Tout d'abord, j'ai envie de dire, il y a pas vraiment de parcours, typique dans le monde de VC. On retrouve plusieurs types. On a les personnes qui ont fait du conseil, qui ont fait de la finance et qui postulent en VC. On a les personnes qui ont fait de l'opérationnel en travaillant avec des startups Mmh. et ensuite qui rejoignent un peu plus tard le VC. Donc il y a pas vraiment de parcours. Mais pour entrer, comme tu l'as dit aussi, c'est un écosystème fermé, donc il faut vraiment se faire du réseau. Le réseau va se faire à travers le réseau école, donc tu auras sûrement des anciens camarades de classe qui seront dans l'industrie, mais aussi il va se faire à travers les événements que tu peux rejoindre, que ce soit les événements tech, start-up ou bien fonds. Et enfin, c'est vraiment networker le maximum. C'est vraiment ça, networker, contacter les gens,
prendre une liste de 100 personnes qui sont VC analystes peut-être dans un fonds ou associates, les contacter, dire que tu es intéressé et tu auras peut-être 1 ou 2% qui vont répondre, pardon. Et à partir de là, c'est vraiment te vendre et dire pourquoi tu seras le bon fit pour ce fonds. Et il faut noter aussi que dans un fonds, en général, on va être moins d'une dizaine et que le rôle d'investisseur, on va peut-être être 3 ou 4 en incluant les, pardon, 5 ou 6 en incluant les partenaires. Donc c'est vrai que les postes sont très Oui. limités et que rejoindre à travers un stage, c'est toujours plus facile parce que ce sont les offres en général qui vont être publiques. OK, c'est hyper intéressant et ça fait un pont, on va dire, avec, le start-upper de l'autre côté, l'entrepreneur parce que, bah, du coup, ce que tu décris là, c'est vraiment, bah, c'est se donner les moyens, faire un effort qui peut paraître, assez colossal, mais voilà, se donner les moyens pour atteindre ses objectifs et quand je parle avec des entrepreneurs, en fait, c'est ça, hein, qui représente en tout cas à mes yeux. Le fait d'être en contact, avec des startups comme ça et peut-être tu parlais aussi d'opérationnel et que tu aimes faire les choses et cetera. Est-ce que ça t'a donné une fois envie peut-être de monter ta propre startup? Mon côté, j'ai envie de dire pas à l'heure actuelle Mmh. pour plusieurs raisons. La première, je dirais, c'est que j'ai pas le comment dire? L'expérience pour, à l'heure Mmh. actuelle. J'ai fait des stages, j'ai fait du VC, j'ai pas vraiment eu d'expérience opérationnelle. Je sais que quand je rencontre un entrepreneur pour le financer, j'ai envie qu'il ait eu, cette expérience opérationnelle, une expérience qui lui a donné envie de faire ce qu'il a Mmh. envie de faire maintenant. Donc pour cette raison, j'ai pas forcément envie de monter une boîte à l'heure actuelle, mais de manière générale, je me plais réellement dans le rôle inverse qui est l'investissement. Et enfin, peut-être la raison primaire, c'est que j'ai pas eu vraiment, franchement, l'idée. Ouais. Pour moi, si j'ai envie de monter une boîte, j'ai envie de changer le monde ou changer le monde d'une grande partie de la population. Et à l'heure actuelle, j'ai pas forcément eu l'idée qui me permet de faire ça. Donc peut-être plus tard, on ne sait pas. On espère. Très bien, donc merci pour cette introduction, parcours hyper intéressant et qui va en inspirer plus d'un, j'en suis sûr. Donc passons maintenant à Plug and Play. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce fonds, qui est quand même assez, connu sur la place? Oui, alors, que dire? Donc Plug and Play a initialement commencé dans les années 90 dans la Silicon Valley. Notre CEO du coup qui s'appelle, Saïd Hamidi, il est d'origine iranienne, il a immigré là-bas, il était, marchand de tapis. Il a eu la chance d'acheter un building. Dans ce building, il a fait un peu ce que, Xavier Niel a fait en France avec Station F plus tard. Du coup, il a accueilli des startups, il les a hébergés, il les a aidés. En plus de ça, ce qu'il a fait, peut-être ce que Xavier Niel aurait dû faire, mais bon, il le fait d'une autre façon, c'est qu'il a investi dans ces startups. Mmh. Pour certaines d'entre elles, il a pris de l'equity contre du coup les loyers. Pour d'autres, il a donné de l'argent directement. Dans ce building, il a eu la chance d'avoir des boîtes comme Logitech, Danger, Google, etc. Je te laisse imaginer quand tu investis dans Google, alors qu'ils sont que quelques personnes, le retour que tu peux faire à partir de là. Mais en gros, quelques années plus tard, il s'est rendu compte que les entrepreneurs avaient besoin, de plus qu'un simple investissement, qu'un simple, office Mmh. ou de simples bureaux. Et c'est là qu'il a eu l'idée de monter, Plug and Play en industrialisant un peu tout ça. Et aujourd'hui, Plug and Play, donc qu'est-ce que c'est? C'est toujours une entreprise américaine basée dans la Silicon Valley. On se retrouve à avoir, 60 bureaux à travers une vingtaine de pays. 700 employés et 2 activités. Donc la première, c'est le côté investissement. On va être un fonds de capital risque. On va investir principalement en pré-seed, seed et série A. On fait aussi de la série B. On a, aujourd'hui 35 licornes. Parmi elles, c'est des PayPal, Dropbox, Lending Club. En France, c'est Okin ou bien Zama récemment, par exemple. Et nos tickets vont aller de 50 000 pour les plus petits à travers notre véhicule FirstCheck Mmh. et 3 millions pour un chèque initial pour le plus grand. Et la façon dont on se positionne, c'est réellement un investisseur stratégique, c'est-à-dire qu'on va pas forcément prendre le lead, on va plus être follow ou co-lead, dépendant de la taille de tour et de la valo. Et ça, on va le faire en fait parce que la valeur qu'on va rapporter va pas forcément être le fait de prendre une place au board, mais ça va être plusieurs choses qui vont être au-delà de ça. Premièrement, on va aider en tout ce qui concerne une expansion. Comme j'ai dit, 60 bureaux, 700 employés. Donc, c'est facile pour nous de connecter les startups dans lesquelles on investit à travers là où on a une présence locale dans le monde. Et la deuxième façon, peut-être, où on va aider les startups. Ici, elle va s'effectuer à travers notre deuxième activité qui consiste à supporter un réseau de grands groupes en matière d'innovation. Et pour les startups dans lesquelles on investit, ça va être du coup leur présenter à ces grands groupes
et faire en sorte que, du coup, des relations naissent à partir de là, à travers des pilotes pour commencer et ensuite que les solutions soient industrialisées au sein de ces groupes et en parlant de groupes, donc c'est, 650 grandes entreprises à travers 25 industries, donc des banques, compagnies d'assurance, retailers et cetera et ça va être des entreprises comme, BNP Paribas, L'Oréal ou Lacoste en France et à l'échelle internationale, ça va être des Walmart, Coca-Cola, Mmh. Amazon, Visa et cetera. Donc voilà, j'essaie d'être court, mais c'est très Il y difficile a il quand, y a il y a beaucoup de questions qui me viennent en tête. Déjà, entre les 2 activités, en termes, je peux pas dire de chiffre d'affaires, mais en termes de quantité de volume d'activité, disons, qu'est-ce que ça représente? C'est du 50-50? c'est quelque chose qui est difficile à mesurer, dans le sens où on va être parfois mené à faire les 2 en parallèle, des fois on va être, mené à, diviser les 2. Mais c'est vrai qu'en termes de revenus à l'heure actuelle, du coup la partie conseil en innovation, ça va nous rapporter le plus. OK. Mais on gère aussi de l'autre côté 11 fonds, donc c'est aussi une activité, qui prend beaucoup de temps et comme tu sais, quand tu investis en early stage, tu dois rencontrer vraiment énormément de startups. Donc voilà, ça fait en sorte Ouais. que nos journées, on va dire, elles sont longues. J'imagine, on en parlait tout à l'heure. Très bien. Autre question qui me vient en tête, justement, derrière ce fonds, d'où vient l'argent? Qui sont les LPs? Il y a plusieurs types de comment dire? De sources pour les revenus, enfin pour l'argent qu'on peut déployer. Donc premièrement, c'est, notre véhicule, First Check. Ouais, Ici, ça a des tickets entre 50 et 150. Ça va être, issu du coup de Saïd qui est notre CEO, OK. mais ça va être aussi réinvestir une partie, que nous génère du coup le conseil ou OK. l'activité de conseil et ensuite on a des véhicules fonds, comme j'ai dit, 11 fonds. Ici, ça va être des LP externes, pour la plupart. Ça va être soit des entreprises qu'on sert, à travers du coup l'innovation, ça va être, des gouvernements potentiellement et ça va être vraiment ce type OK. de LP là. Et donc, ces entreprises ou ces gouvernements vous disent, au début de l'année ou tous les X années: «OK, on a, 10 000 000, fais-moi ce que tu veux avec ça». OK, donc en fait, à Plug and Play, donc on a 3 types de véhicules, comme j'ai dit, le First Check, le côté fonds, ensuite on a le côté CVC as a OK. Service. Ça va être plus là le côté gouvernement ou des fois ça va être un mini fonds avec un solo LP et là ils vont nous donner de l'argent, c'est là du coup ils vont dire: «Tiens, on a de l'argent, déployez-les». Par exemple, on fait ça en Lituanie où le gouvernement nous a donné, quelques millions et ils OK. veulent qu'on investisse du coup dans les startups issues de leur pays. Mais pour le reste, c'est vraiment des fonds qui sont structurés, qu'on OK. va lever peut-être, tous les 4-5 ans, pour un même fonds, mais on lève des fonds du coup en continu et là l'idée, c'est vraiment de retourner, le classique, enfin en termes à nos investisseurs, faire en sorte qu'ils auront de meilleurs retours que la bourse par exemple ou que les marchés publics et qu'ils aient le retour traditionnel des LP, qui est, 3x je crois on vise en général. Et donc ça, ça marche, ça fonctionne aujourd'hui. On arrive à garantir ce retour sur investissement pour vos LPs? On peut jamais, garantir un retour. Comme tu sais, les résultats passés ne signifient pas les résultats dans le futur. Mais c'est vrai que les résultats passés t'aident à lever en général les fonds et c'est ce qu'on essaye du coup de continuer à faire. Du coup, être sur la même traction que nos résultats passés et pourquoi pas, faire encore mieux. Trop bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Plug and Play, comme tu nous l'as dit, donc c'est présent dans 60 pays. Heu, Comment est structurée, l'équipe? Toi, aujourd'hui, donc tu es basé à Paris, tu voyages aussi, beaucoup, mais donc vous êtes quoi? Vous êtes une équipe à Paris pour gérer tous les investissements sur l'Europe ou alors il y a des équipes locales qui gèrent les investissements locaux? On a 60 bureaux, c'est plus une vingtaine de pays. Je voulais pas te corriger, Pardon, mais excuse-moi, pas excuse-moi. de souci. C'est vrai que c'est structuré un peu d'une manière un peu différente peut-être dans les boîtes. Tout d'abord, on a 3 pôles qui sont 3 régions principales. On a du coup les Amériques, l'Europe, Moyen-Orient et l'Afrique qui est une même région et ensuite tout ce qui est, Asie-Pacifique. Donc ici, on aura des personnes qui gèrent ces régions-là et ensuite, des partenaires pour le côté investissement qui sont dans chacune de ces régions, mais aussi, des managing directors qui gèrent les pays, surtout pour le côté, conseil en innovation et donc on se retrouve à avoir, des pôles régionaux et ensuite des clusters comme notre directeur en Europe est en train de dire. Ça va être principalement aux US, ça va être
axé sur une verticale, OK. les clusters, donc ça va être fintech, insurtech, donc les 25 verticales que j'ai mentionnées tout à l'heure. En Europe, c'est plus axé sur un pays ou un groupe de pays. Par exemple, en France, notre cluster, c'est France, Benelux et Afrique. On sait, et il y a le UK, il y a pardon, l'Espagne avec Ouais. le Portugal et du coup, quelques pays comme ça. Et en Asie, c'est un peu similaire que les US. C'est un pays qui prend du coup en charge certaines verticales. Donc voilà, c'est un peu complexe, Ouais. mais on arrive à s'y retrouver. En réécoutant, on va comprendre et puis s'il faut, on mettra un schéma. C'est ça. OK et donc chez Plug and Play, toi, ton rôle, donc toi, tu es associate, heu, quel est ton rôle? C'est un rôle qui englobe pas mal de choses. Tout d'abord, il faut savoir qu'à Plug and Play, en général, quand on est associate ou qu'on est ventures, l'idée, c'est de, 1, servir du coup, notre activité en investissement, mais 2, aussi servir les corpos avec qui on travaille et ici, ça va être principalement faire du sourcing, des rapports et pas mal de choses autour de ça. Moi, j'ai la chance aujourd'hui de travailler directement avec notre équipe investissement, c'est-à-dire que je vais faire principalement que du deal et l'idée ici, c'est de, contacter un maximum d'entrepreneurs parce qu'on va faire beaucoup de pre-seed, seed, les rencontrer et évaluer leur projet d'un côté et de l'autre, développer et consolider aussi mon réseau d'investisseurs parce que c'est aussi une source de deal et en VC, la particularité de l'industrie, c'est qu'on est à la fois concurrent, mais aussi on est à la fois, en collaboration avec ces autres fonds. Ce qui est assez bizarre à expliquer quand on n'est pas dans l'industrie et quand je le C'est fais avec clair. mes collègues, ils ne comprennent pas du tout que les personnes avec qui je passe le plus de temps, c'est pas forcément mes collègues, mais c'est plus du coup des potes d'autres fonds. Et voilà, je crois que j'ai répondu à la Hyper question. hyper clair et donc comment toi tu sources, ton deal flow, par exemple? Il y a plusieurs choses, qui arrivent. Le premier outil que j'utilise, je dirais, c'est Sales Navigator. Ouais. C'est le classique, sélectionner des filtres. Les filtres de early stage, c'est stealth, working on something new, peut-être regarder les anciennes boîtes, les écoles qui ont été faites et cetera. J'utilise beaucoup aussi les publications d'autres VC ou des accélérateurs ou pas mal de choses autour de ça, que ce soit les mappings de startups, que ce soit les top, startups to follow, par Mmh. exemple Sifted qui fait beaucoup ça. Et enfin, le réseau d'une manière générale. En France, c'est vrai qu'on a en général connaissance de tous les deals, parce que déjà, il y a pas non plus 10 000 boîtes qu'il y a en France, en early stage et ensuite, c'est vrai que tous les fonds se parlent, entre eux. Donc c'est vraiment développer le réseau, aller prendre des cafés, des lunchs, des dîners parfois et juste développer son réseau comme ça. Donc OK. je dirais ce sont ça mes 3 sources principales de Ouais. deals. Ton but, c'est en fait, c'est comme une entreprise, c'est que plutôt que de prospecter, c'est que le deal arrive, à toi directement Exactement. et justement, quand moi, par exemple, je te partage un deal, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le process étape par étape, jusqu'à potentiellement une levée? Il y a plusieurs choses. La première, c'est tout d'abord la première chose que je vais regarder, encore une fois en early stage, ça va être l'équipe, les expériences qu'ils ont eues, qui sont-ils en tant qu'individus. Si je vois que l'équipe a l'air vraiment exceptionnelle, je vais avancer dessus. Si je vois que j'ai des doutes, que ce soit sur l'équipe ou au-delà, le marché et Mmh. cetera, je vais du coup donner le dossier à un des analystes avec qui je travaille et ça va être lui du coup qui va plus évaluer, faire le call de screening et cetera. Mais dès le moment où on prend un premier call, l'idée, c'est d'un peu avoir une vue générale du projet, de l'entrepreneur, de ce qu'il a fait avant, encore une fois, de là où est-ce que la boîte peut aller, du produit et du coup, pas mal de choses autour de là. À partir de là, on va le ramener du coup, tous les, mercredis à notre pipeline meeting. On va un peu en discuter en équipe. L'idée ici, c'est encore une fois de diminuer le risque, de voir un peu, si on a peut-être qui ont une expertise particulière sur un sujet et de comprendre un peu les points à creuser. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller, faire un deuxième call avec l'entrepreneur, avec du coup ces questions-là, ces points, et aller encore plus loin du coup, que le 1er call pour comprendre le projet. Et après ça, c'est vraiment, du coup, prendre tout ça en note et encore une fois, creuser. Peut-être là, ça va être le moment où on va commencer à soit decline parce qu'on n'a pas aimé, soit on va vouloir encore, aller plus loin et là, on va commencer peut-être à faire des ref calls. Il y a plusieurs façons de le faire. Soit ça va être parler aux clients de la boîte, soit parler à des experts, dans le métier, peut-être l'audience à qui il vend, soit aussi parler à des personnes qui ont fait face dans le passé à ces entrepreneurs-là, que ce soit peut-être, un advisor, que ce soit un ancien collègue, ancien, boss, quelque Ouais. chose comme ça. Donc vraiment l'idée, c'est de diminuer notre risque, le plus possible et se faire une thèse du coup pour ce deal
et quand on est convaincu, l'idée, c'est de le ramener à notre partenaire. Éventuellement, il y aura un call partner, Ouais. entre les 2 et ensuite le ramener à notre IC et là, à partir de là, nous on a un IC assez traditionnel où, le GP et du coup les personnes qui vont décider n'auront pas forcément rencontré la boîte avant, mais ils sauront que les partenaires l'auront fait et l'idée ici, c'est de les convaincre en pitchant la boîte en 3 minutes, en essayant d'aller, directement droit au but et passer le deal, du coup, à travers notre Ouais. légal. Et là, l'idée, c'est ensuite, quand on a l'approval, c'est de intro la boîte au légal et de discuter les différents termes aussi. Une boîte qui va en IC, c'est quoi son pourcentage de chance de vraiment lever finalement, à peu près? Ça reste quand même très faible. On part je crois même pas du 1% à l'IC, ça devient chez nous, du moins, c'est peut-être 20 ou 30%. Donc voilà, donc c'est assez faible quand même. Il faut quand même réussir donc à convaincre, le GP C'est ça en 3 minutes. et surtout que notre GP et du coup nos partenaires, la majorité sont aux US, donc la décision se fait à partir de là-bas. C'est vrai que des fois, il y a des biais parce qu'ils vont voir les choses se passer avant, qu'on n'a pas forcément, vu en Europe, donc faut mitiguer aussi tout ça. OK, et toi justement, avec le fondateur de la startup, tu vas avoir ce rôle un petit peu de coach à ce moment-là? Je dirais pas de coach parce que ce serait quand même moi qui pitchera, auprès de l'IC. C'est toi qui vas pitcher à l'IC? C'est ça. Et donc, pourquoi, c'est pas utile que le fondateur soit aussi là? C'est juste comme ça qu'on fait les choses. Comme j'ai dit, on a un peu Ouais. la structure un peu à l'ancienne. Il y a d'autres VC qui font ça, il y en a d'autres où c'est l'entrepreneur qui vient pitcher. C'est juste la structure en interne qui est comme ça. Tu me parles beaucoup justement de, l'équipe, du fondateur et cetera. Est-ce qu'il y a des, signaux, faibles, on va dire, qui te permettent, toi, de te dire: «OK, celui-là, j'ai envie d'y croire»? Si en fait, oui et non, dans le sens, déjà, on va pas se mentir, quand on regarde du pré-seed et du seed, ça va plutôt être les facteurs qualitatifs qu'on va évaluer, Mmh. parce que le quantitatif n'est pas encore présent. On peut pas faire des DCF ou des méthodes de valorisation avec, 1 année ou même des fois 2 mois d'activité. Donc en termes de quantitatif, j'ai beaucoup regardé entrepreneur, qui il est, ça déjà en termes de, son CV. Mmh. Et ensuite, sa capacité à me vendre sa solution, à me la faire comprendre peut-être si c'est compliqué et à partir de là, vraiment être, vendu par sa vision et admirer sa vision et à partir de là, je vais regarder, tout ce qui est autre, tout ce qui est autre OK. et tout ce qui est autre, ça va être le marché, ça va être le business model et ça va être aussi, la scalabilité de la solution. Parce qu'encore une fois, quand on investit, l'idée, c'est vraiment de retourner un fonds et il y a des business qui sont très bien, mais qui vont pas être, VC backable comme on les appelle et donc ça, malheureusement, on pourra pas investir. OK, et donc du coup, pour un start-upper, early stage, est-ce qu'au lieu de t'envoyer, son deck, il pourrait pas plutôt t'envoyer, je sais pas, une vidéo de lui ou peut-être même juste son CV et te dire: «Bah, voilà, j'ai un projet, déjà je t'envoie mon CV, si tu veux en savoir plus, on en discute». Si tu me dis que dans son CV, il a peut-être travaillé 3 ans à Google, 5 ans à Amazon, il a fait Stanford, je regarde le CV, il y a pas de problème et on peut prendre le call. Mais à part ça, en vrai, c'est très compliqué. Je vais toujours regarder le deck parce que je vais peut-être regarder les slides d'équipe en premier, mais au-delà, j'ai envie de comprendre, ce qu'il fait et à partir de là, prendre le call éventuellement. Mais en général, déjà, quand on se fait contacter par entrepreneur, on le voit vraiment comme un red flag. Donc le mieux, c'est que ce soit moi qui le contacte ou que je reçoive une intro de quelqu'un d'autre. Oui, le mieux, c'est, ouais, que toi tu le contactes ou une intro. C'est hyper intéressant Mmh. pour les start-upers. Peut-être un conseil ici pour les entrepreneurs qui veulent lever des fonds. Si quand on lance un roadshow, l'idée c'est d'avoir le maximum d'intros et là l'idée c'est de passer par peut-être des collègues entrepreneurs, par peut-être des amis qu'on connaît en VC, mais vraiment c'est de recevoir une intro, c'est pas de nous-mêmes aller contacter les entrepreneurs, d'aller nous-mêmes contacter les VC pardon et éventuellement sur LinkedIn, mettre, stealth, working on something new comme ça on est facilement retrouvable par les VC et ensuite les VC se parlent entre eux donc c'est du bouche à oreille et ça va faire une vague de inbound et OK. donc voilà. OK, et pourquoi le fait de te contacter directement, ça te freine? Alors qu'en vrai, on pourrait se dire: «Bah, non, en fait, le gars, il a vraiment envie de lever des fonds, il t'a trouvé sur LinkedIn, il a trouvé et donc il t'envoie un message parce qu'il pense qu'il peut avoir». C'est un peu l'opposé à la FOMO ici. C'est vraiment dire, il doit vraiment galérer pour me contacter parce que sinon il se ferait contacter par des fonds et il aurait pas du mal à lever. Voilà et en général aussi, les entrepreneurs qui nous contactent directement,
En général, ils sont pas très, très bons sur le papier. Ils ont un projet qui n'est pas l'air très bon. Donc on a aussi peut-être ce biais-là, de quand on se fait contacter, un peu d'être un peu sur nos gardes. Mmh. Donc voilà. Il y a beaucoup de biais justement, là-dedans. On imagine parfois qu'un investissement, c'est 100 rationnel, où on va vraiment regarder que les chiffres et cetera. Il y a quand même une grosse part émotionnelle, tu confirmes? Il y a une grosse part émotionnelle, qui est associée à notre feeling au vis-à-vis de l'entreprise et de l'entrepreneur, mais aussi une grosse part émotionnelle vis-à-vis, au space dans lequel on investit. Par exemple, je sais qu'à Plug and Play, si les solutions de HR, on va pas regarder. Les solutions de sales, les sales tech, si l'attraction est, exceptionnelle, on va regarder, mais sinon on va pas regarder. Les solutions, les d'éducation, les EdTech, ça en vaut même pas la peine. En revanche, et même dans les sujets qui attirent, que ce soit en fintech ou que ce soit dans d'autres secteurs, je retrouve par exemple en interne des partenaires qui ont un biais. Par exemple, je sais que notre partenaire Thomas, qui est basé en France, il va pas vouloir investir dans une solution de gestion de patrimoine. Je sais que notre partenaire aux US, George, il va pas vouloir investir dans une solution qui fait une infrastructure ETF, par Mmh. exemple. Donc là, l'idée, c'est de combler ça si j'ai vraiment de la conviction en allant voir un autre partenaire ou malheureusement, le résultat, c'est que c'est pas moi qui décide, donc on va pas pouvoir investir malheureusement. Et justement, comment tu gères ce truc de devoir dire non à des entrepreneurs? Est-ce que parfois tu t'en veux? Est-ce que parfois l'entrepreneur t'en veut? Comment tu Mmh. gères? Au début, c'est vrai que je m'en voulais. C'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile pour moi de dire non. Je voulais pas passer pour la mauvaise personne. Mais après, du coup, après avoir avancé dans l'industrie, ça fait maintenant 3 ans et demi que je fais ça. Je me rends compte qu'au final, un non, c'est un non parmi tant d'autres pour les entrepreneurs et qu'au final, on doit investir dans une boîte sur 100, ou peut-être un peu plus sur 100, et que la majorité, je devrais leur dire non dans tous les cas. Mais en fait, ce qui bloque le plus, j'ai l'impression, côté entrepreneur, c'est pas vraiment le raisonnement, ou c'est plus le fait d'avoir le non. Parce que des fois, ils se font ghoster. Et c'est aussi de leur expliquer le pourquoi. Il y en a, c'est vrai qu'ils ont du mal à comprendre pourquoi, mais je pense qu'au final, ces entrepreneurs-là, ils comprennent pas forcément comment un VC réfléchit. Et l'idée quand on investit, encore une fois, c'est vraiment de retourner un fonds. Et avant ça, c'est de comprendre que la boîte peut grandir et devenir une licorne. Si ça va pas devenir une licorne, ou si on ne pense pas que la boîte va devenir une licorne, on va pas Ouais. investir. Même pour une exit à 100-200 millions, parce qu'au final, ce sera toujours moins que ça. Euh, on va pas investir, ça vaut Ouais. pas notre temps et ça vaut pas notre argent. Toi, ton but, c'est vraiment, de trouver la future licorne? C'est ça, exactement. Quand je parle des entrepreneurs, par exemple, qui me disent: «Bah, là, on va lever un tour, peut-être un deuxième et ensuite on va continuer, à grandir sans lever». Alors là, pour moi, c'est hop, bye bye, malheureusement, on pourra pas investir. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. C'est une très, très bonne remarque que tu fais. J'ai eu, un client, récemment qui m'a posé la question et qui m'a dit: «Ouais, mais moi, s'il faut, je lève juste 1 million et vous dites, enfin, tu dis aux investisseurs: "C'est bon, après je les dérange plus"». Est-ce que tu peux Mmh. expliquer pourquoi c'est important justement pour un Mmh. investisseur d'avoir tous ces tours de table-là? Ça m'est, tout d'abord, peut-être donner aussi un peu enfin, une expérience personnelle. L'année dernière, ça m'est arrivé, du coup, j'ai rencontré une boîte, on a fait, je crois, 4 ou 5 calls avec. Ensuite, je l'ai fait rencontrer notre partenaire, donc tout semblait bien. Et là, elle arrive dans le partenaire, elle dit: «Un tour» et ensuite on lève plus parce qu'on pourra grandir naturellement. Et là, je mis mes 2 mains devant pardon, pas mes oreilles, mais mes yeux. Voilà, bah, la situation était un peu bizarre pour le reste du call, mais enfin, on a dû passer malheureusement. Ensuite, enfin, de notre côté, ça nous intéresse pas. Parce que encore une fois, quand j'ai dit, on veut voir une boîte atteindre 100 millions de revenus, on veut la voir atteindre le plus rapidement possible. La durée de vie d'un fonds, c'est 10 ans. On va pas toujours investir à l'année 1, où on aura 9 ans du coup pour retourner notre investissement. On pourra investir à l'année 2, 3, 4 ou 5, où là, du coup, on aura un peu moins de temps. 10 ans avec une année en général pour faire les exits et une année d'extension, donc on va dire 12 ans. Peut-être ça peut être aussi, ça peut être peut-être aller plus loin de quelques années si on veut prendre notre temps. Au final, la durée reste très courte. Et quand on voit une boîte ne plus vouloir lever, ça va vouloir dire que la valo ne va pas évoluer, pardon. Ça va vouloir dire qu'ils ne vont pas croître rapidement. Et tout ça fait qu'on ne pourra pas retourner notre argent à nos investisseurs qui, tous les mois, nous demandent du coup des infos sur comment les boîtes se Ouais. portent, sur les levées qu'il y aura et pas mal de choses autour de ça. Donc voilà. Du coup, ça explique pourquoi il y a pas mal de start-upers qui n'arrivent pas à lever des fonds, tout simplement parce que la vision du VC et les intérêts finalement côté VC sont
très différent des intérêts et de la vision des start-upers. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des acteurs comme nous qui existent pour justement essayer d'aligner et de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Et donc, en fait, ce genre de témoignage, c'est vraiment hyper précieux et j'espère qu'il sera diffusé et vu par beaucoup de monde. Parce qu'en fait, des fois, tu te dis, mais non, mais c- voilà, tu dois t'adapter à la personne qui est en face de toi. Donc, sinon, ça marche pas. Une des choses quand on rentre en école qu'on m'a appris, c'est vraiment, enfin, parler à ton audience et s'adapter à ton audience. Quand un entrepreneur nous vend un projet et qu'on voit pas du coup croître au-delà d'une certaine milestone, on va pas chercher à aller plus loin parce que, on pourra pas le justifier en interne. Donc voilà. Mais c'est vrai que, enfin, des 2 côtés, c'est difficile et dans ce cas-là, ce que je recommande à un entrepreneur s'il veut lever, c'est de faire un prêt ou d'aller parler à des angels qui auront peut-être une tolérance plus adaptée en fonction des retours. Et pas le même objectif, en fait, C'est ça, finalement. Donc, exactement. ça correspondra plus. Très bien. C'est une très bonne transition justement pour notre séquence la place des startups. Donc en fait, on reçoit pas mal de questions et donc on a mis un lien sous la vidéo pour justement poser vos questions, donc amis entrepreneurs. Et donc on a récolté voilà, quelques questions de certains de nos auditeurs. Et je vais te dire à chaque fois le type de startup que c'est, la maturité et ensuite la question de l'auditeur et je te laisse y répondre. Mmh. Tu peux développer ou non. On a 6 questions. Donc voilà, let's Let's go. go. Donc, c'est un SaaS B2B en pré-seed qui nous disait donc, on est en septembre, j'ai besoin des fonds sur mon compte en banque en décembre. Est-ce que c'est possible? Ça va être possible. En revanche, pas pour un tour pricé. Dans le sens où, un tour pricé, donc ça va être le VC, il va arriver, il va mettre la valorisation directe et ça va être une prise d'equity, directe. Là, ici, en général, ça va prendre quelques mois entre, du coup, rencontrer les VC, structurer son tour, avoir la term sheet ou plusieurs term sheets et ensuite, du coup, aller à travers le légal, à travers le notaire éventuellement Mmh. et ensuite recevoir les fonds. Ça va pas être possible ici en quelques mois. En revanche, pour un autre type de tour, en France, par exemple, en précise, on a le véhicule de BSAR Ouais. qui permet du coup une prise d'equity plus tard, s'adapter sur le modèle américain qui est le safe. Ici, ça va être possible et on peut ouvrir un peu un safe avec peut-être un cap, avec peut-être un discount. Et là, du coup, l'idée, c'est de recevoir de l'argent jusqu'à une certaine période et ensuite le safe, en général, il est délimité avec, enfin, il a une date d'expiration. Donc là, pour ce cas, ça va être possible, mais encore une fois, peut-être pas de l'argent de la part de VC. Ouais. Ça va être plus être des angels et peut-être aussi un truc à rajouter ici, c'est un red flag qu'on va voir. Si un entrepreneur a vraiment besoin d'argent en 3 mois, c'est qu'il n'a pas su gérer sa renouée. S'il n'arrive pas à gérer sa renouée, c'est que bon, c'est pas forcément le meilleur des entrepreneurs et donc on va pas forcément vouloir investir dans cette boîte-là. OK. J'ai une climate tech en seed qui me dit: «L'humour lors du premier pitch est-il mal vu?» Personnellement, j'adore l'humour. Je m'attends pas non plus à un sketch de Gad Elmaleh ou voilà, peu importe l'humoriste, mais pour un peu détendre l'atmosphère, un peu briser la glace, un peu comme dans les dates, Ouais. c'est l'humour, c'est parfait et ensuite rentrer dans le concret et comprendre réellement le business qui est du coup la raison primaire de notre entretien ou de notre call, j'imagine. C'est clair. J'ai une deep tech en pré-seed qui nous dit: «Quand un investisseur dit», j'ouvre les guillemets, «Reviens nous voir quand tu auras plus de traction». Est-ce que ce n'est pas juste une excuse pour me recaler? Oui et non, dans le sens, oui, c'est une excuse qui est donnée, mais de l'autre côté, c'est pas forcément toujours le cas. Dans le sens où quand on est un fonds, en général ici, peut-être quand on va se retrouver à la fin de notre période de déploiement, on va vouloir investir dans des startups qui sont plus matures parce que du coup l'exit sera plus rapide qu'une boîte, pré-seed. Une autre raison, c'est aussi le fait que, on peut pas investir simplement dans les boîtes qui sont pré-revenues. C'est peut-être dans les mandats Mmh. de notre fonds, c'est pas possible et encore une autre raison, c'est le fait peut-être qu'on a vu d'autres boîtes dans le space, il y a on voit une concurrence, on n'arrive pas forcément à la limiter ou la délimiter, on comprend pas vraiment la différenciation, ou peut-être aussi le fait qu'il y a plusieurs boîtes qui lèvent en même temps dans le space, que c'est dur de se faire une idée. Donc l'idée, c'est de voir un peu le gagnant Ouais. et réinvestir du coup plus tard avec peut-être une valorisation plus chère, mais un risque qui sera réduit fortement. Ouais, tu vois jusqu'où, la boîte peut survivre C'est finalement. ça, exactement. Par exemple, actuellement, on voit beaucoup le space du GAO, donc GenAI Optimization, c'est un peu le SEO pour l'IA.
On a 3 boîtes en France qui lèvent en même temps sur le sujet. J'ai l'impression enfin, qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire dans le space, mais j'ai l'impression aussi qu'elles sont en retard, par exemple, contre les concurrents, allemands comme Peak ou américains comme Profound. Et là, j'ai envie d'attendre, du coup, pour une boîte en France, voir le gagnant un peu OK, qui ressort avant de potentiellement investir dans celui-là. hyper intéressant. C'est une bonne transition car la prochaine, start-up à nous poser une question, c'est une boîte dans l'IA, en seed, qui nous demande comment annoncer à ses investisseurs qu'on ne va pas atteindre ses objectifs? C'est vrai qu'il y a 2 façons de le faire, hein. D'abord, il y a les excuses, ça, c'est pas ce que je recommande. C'est dire, OpenAI a relâché le GPT-5 modèle ou voilà. Mais ensuite, il y a le concret, c'est peut-être reconnaître un peu ce qui va pas et comment le changer. Peut-être c'est ce qui va pas, ce que je vois beaucoup en tout cas dans les startups early stage, c'est le recrutement du sales. Il a été fait, mais le sales n'est pas très bon. Il n'arrive pas à vendre, il ne sait pas vendre. Et c'est peut-être une raison, donc ça, on peut le changer. Du coup, vraiment, voilà, la réponse, c'est montrer à ses investisseurs ce qui ne va pas et donner des voies potentielles de changement. Et ensuite, tout ça, ça sera discuté lors du board. Et les investisseurs aussi proposeront des stratégies potentielles. Et si c'est des bons investisseurs, ils aideront à recruter, ils aideront aussi à structurer le sujet et à s'adapter enfin, à adapter peut-être un nouveau go-to-market. OK. Le but, c'est pas juste de se faire taper sur les doigts, quoi. Non, non, bah, en général, on va pas se faire taper par les doigts. Si ça fait 2 ans qu'on a levé et qu'au final, on est toujours à zéro de revenus, bon, ça, c'est grave. Surtout dans l'ère de l'IA où l'ARR atteint va beaucoup plus rapidement que pour les SaaS. En revanche, si on est encore early, on est encore en train de trouver notre ICP, Mmh. on peut faire des variations pour notre go-to-market. Et ça, c'est pas forcément un problème. Et pour relever le tour suivant, enfin, la décision va se faire sûrement sur les 6 à 9 mois plutôt que sur les 2 ans au préalable. Donc voilà, on va vraiment commencer et lancer quelque chose qui est structuré et arriver vraiment à quelque chose qui est intéressant plutôt que de là signer quelques clients et au final que ça marche pas et de repartir à zéro plus tard. Hyper clair. J'ai une climate tech en série A qui me dit: «Ça va pas te plaire. Je suis en phase de négociation de ma levée et j'ai l'impression que les fonds font tout pour investir à la valorisation la plus basse possible. Est-ce vrai?» C'est un peu, vrai, mais c'est aussi faux. Dans ce sens, par exemple, une boîte dans laquelle on a investi dans le précide a levé son seed. Elle a reçu 2 term sheets à une variation de 6 millions ou de 5 millions. Il y a un VC qui leur a dit: «Il faut lever moins». Moi, je lui ai dit, enfin, bloque ces VC, ne leur parle plus jamais, ça vaut pas le coup. En plus, tu pas des top VC, donc bon, voilà. Et au final, elle a réussi à lever à 12. Donc on a des fonds qui veulent vraiment rapporter la valo au plus bas possible. Mais de l'autre côté, quand tu lèves plus, du coup, avec une valeur supérieure, tu as plus de chances de réussir parce que tu auras plus de cash, plus de temps et plus de droit à l'erreur. C'est comme ça que je le vois, du moins. Et quand tu es un VC, il faut savoir que ta méthode de valorisation va souvent, ou dans certains cas, se faire basée sur l'exit potentiel. Et suite à ça, tu veux avoir un retour, enfin un retour X. Et pour l'avoir, tu dois avoir une valeur X à ce tour-là. Donc c'est un peu des deux. Mais les VC, je dirais, qui poussent au maximum la valo basse, il faut les éviter. OK. Si on peut. C'est toujours, c'est toujours ça. Dernière question, sur cette séquence, donc, une deep tech en précide qui nous demande quelles sont les erreurs les plus fréquentes à ne pas reproduire lors du premier rendez-vous avec un VC? Tout d'abord, ne pas préparer, dans le sens, avoir des chiffres à jour, avoir un deck. Ça, c'est très important parce qu'il y en a, ils aiment bien parler, mais surtout, tu as dit deep tech. Donc en Oui. général, c'est des sujets qui sont un peu complexes, on les maîtrise pas tous. Et dans les fonds, on aura peut-être des personnes qui feront regarder le sujet deep tech, pardon, mais tu en as d'autres aussi qui seront généralistes et qui, du coup, donneront le deal à leurs collègues. Et si on n'arrive pas un peu à vendre sa vision et à vendre comment dire, le produit et la solution à ce généraliste, il aura du mal Oui. du coup, à le comment dire, transférer à son collègue en interne. Donc c'est vraiment préparation. C'est vraiment la seule chose que j'ai envie de dire. Et ensuite, avoir les réponses aux questions, je dirais. Mais et pour les premiers calls, c'est difficile. C'est pour ça que nous, en tout cas, quand on recommande au VC de lever, c'est de se faire une target list, tier 1, tier 2, tier 3. Je sais pas pourquoi je l'ai Ouais. dit en anglais. Peut-être parler au tier 3, ceux qu'on veut pas forcément avoir au début pour un peu se préparer les questions et ensuite monter la liste et ensuite avoir comment dire, Oui. parler un peu à tout le monde à la fin. OK, hyper clair. On parlait justement de deep tech et c'est une bonne transition pour une question que j'avais en tête. Comment,
en tant qu'investisseur, toi-même, tu fais pour être toujours au courant des dernières technologies, des dernières innovations et surtout, comment tu fais pour comprendre toutes ces technologies? Parce que du coup, tu vas devoir enquêter, tu vas devoir, comprendre ces technos pour pouvoir, investir ou non. Comment tu fais? Tout d'abord, c'est en rencontrant beaucoup de startups. En Mmh. général, je commence à voir quand je rencontre beaucoup de startups dans le même space, j'ai un peu une idée de la chaîne de valeur, ce qui se fait, ce qui est différenciant. C'est lire pas mal les sources, les news. En général, par exemple, ce qui arrive aux US, on le voit un peu arriver plus tard aux Europes. Ça, c'est un peu pour, en Europe, pardon, c'est un peu pour comprendre les tendances. Mais c'est parler à des experts, je dirais, parce qu'au final, en VC, on sait rien. C'est vraiment parler des experts et comprendre un peu leur vision du marché, voir si un outil correspond à leurs attentes et à leurs besoins actuels. Et vraiment, voilà, parler un maximum de personnes, lire et faire mon enquête, comme tu as Ouais dit. et en plus, toi, grâce à Plug and Play, ben, tu as accès à toutes ces entreprises, donc j'imagine qu'elles vous font part de certains besoins et cetera, c'est ça? C'est ça, par exemple, je coupe beaucoup je sais pas si je l'ai mentionné tout à l'heure, mais je coupe beaucoup tout ce qui est services financiers à BNP Paribas, un de nos partenaires proches en France, c'est BNP Paribas. Et du coup, j'harcèle un peu très souvent notre champion là-bas. Je m'en excuse d'ailleurs, mais voilà, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre un peu leurs besoins et aussi aller éventuellement à travers d'autres banques. Ça fait 3 ans et demi maintenant, du coup, je connais un peu des experts en tech, en compliance, par exemple, et pas mal de sous-sujets. Donc, je vais les contacter. Et des fois, ces experts-là, c'est même des entrepreneurs, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Hyper intéressant et justement, sur ton LinkedIn, j'avais vu passer, certains, rapports que tu avais pu faire, sur donc ce que tu appelles les méga trends. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Déjà, qu'est-ce que c'est une méga trend? Une méga trend, c'est une version marketingment correcte d'une trend, qui est une version plus ou moins correcte d'une tendance. Mais l'idée ici, c'est un peu de partager au reste du monde notre compréhension de la verticale du coup de la fintech, mais aussi de l'assurance pour ce cas-là. De montrer que Plug and Play est expert dans ce secteur, que nous-mêmes, parce que du coup j'ai coécrit cet article avec ma collègue Katia de notre bureau de Munich, que nous-mêmes on est experts. Et l'idée, c'est de diffuser ça pour du coup une audience qui est un peu globale pour nos homologues, nos collègues, on peut les appeler comme tu veux, VC, pour les entrepreneurs qui savent qu'on investit dans ce space, mais aussi pour les corpos avec qui on travaille, qui se disent ah tiens, Plug and Play expert dans ce secteur, pourquoi pas acheter ou consommer leurs services en innovation. Donc c'est vraiment pour tout l'écosystème. Et d'un point de vue perso, c'était un peu le résultat de plusieurs mois de travail à travers des Didi, à travers une recherche en interne et à travers des interviews qu'on a fait du coup pour comprendre un peu ce qui se passe dans le monde des services financiers. OK, donc c'est essayer de partager au reste du monde quelles sont les ouais, les grandes tendances, les grandes innovations, ce qui est «à la mode» entre guillemets. C'est ça, exactement. Et justement, bon, cette année en 2025, ça a été quoi les grandes méga trends? Bon, j'imagine que tu vas évidemment parler d'IA. Que tu peux m'en dire un petit peu plus? L'IA, mais peut-être en plus de l'IA, dire un peu ce qu'on voit dans l'IA. Tout d'abord, on voit beaucoup de solutions applicatives appliquées à une certaine industrie. Mmh. Par exemple, ça va être donc l'agent qui est vraiment le mot principal que tout le monde utilise, même si des fois, quand tu regardes l'infrastructure, c'est pas forcément des agents. C'est assez marrant. Mais on voit des agents qui sont verticalisés sur une industrie, que ce soit par exemple la finance, je sais pas moi, le légal, la compliance, etc. Donc on voit beaucoup ça ressortir. Et au sein même de l'IA, ce qu'on voit, c'est beaucoup de types d'outils, que ce soit des outils qui te permettent de mieux générer ton prompt, Mmh. des outils qui veillent à la sécurité de ton IA, qui veillent un peu à l'alignement de tes modèles, mais que ces outils ne se parlent pas forcément entre eux. Donc c'est très difficile pour les boîtes, surtout des grandes entreprises qui sont menées à utiliser pour plus de 90% 3 modèles ou plus Mmh. et plusieurs types d'outils, d'avoir un peu une source de données réelle au sein même de leur entreprise. En plus de ça, c'est beaucoup de voice AI à travers les solutions applicatives, mais aussi des solutions infrastructures. On voit beaucoup Eleven Labs. En France, on a Gladia qui marche très bien aussi, et qui va aller aux US prochainement. On voit beaucoup de solutions aussi sales AI. J'ai OK. dit qu'on faisait pas forcément du sales,
mais ça, va être plus être du sales voice AI qu'on va pas faire. On connaît très bien Elevenix au UK, on a vu une boîte qui s'appelle Agaton, par exemple, dans les Nordiques. Et nous, on a investi dans une boîte qui s'appelle Predicti dans cette OK. verticale-là. Donc Predicti, grâce à leurs agents, ils vont permettre de prédire les moments de vie importants du coup des clients des institutions financières. Ça va être soit un mariage, une rénovation, etc. Et permettre aux agents de ces entreprises-là de recommander des produits à leurs clients. Et du coup, on a vu une traction phénoménale, une croissance exceptionnelle. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a investi. Et au-delà, c'est vraiment de ça, c'est vraiment l'hyper-personnalisation qui commence par la donnée. Et à partir de là, c'est vraiment offrir au client ce qu'il a besoin à ce moment-là. Et enfin, peut-être parce qu'on est en Europe, il faut en parler, la conformité. On se retrouve avec des outils utilisés qui sont chronophages de la part des institutions financières, encore une fois. Des outils qui sont difficiles à comprendre, difficiles à utiliser, où il y a besoin d'entraînement. On a vu par exemple Circle, qui est Oui. une boîte US qui est connue dans son secteur. Déjà, rien qu'en regardant leur site, ils utilisent, je crois, un fond bleu, un fond bleu sur un fond noir. Bon, tu te rends compte un peu du degré d'innovation dans ce type de solution. Et nous, on investit dans une solution du coup qui va à l'encontre de cette boîte-là, qui s'appelle Calypso, OK. qui permet de prédire ou de comprendre ta stack de logiciels, ta stack de documentation. À partir de là, dire les lois auxquelles tu es applicable et dire les gaps de loi et ensuite t'aider à être plus conforme à ces lois. Incroyable. Et justement, au-delà des trends et des tendances que toi tu identifies et avec lesquelles tu travailles et tu es en contact, au quotidien, est-ce qu'il y a d'autres tendances sur le marché, qui toi t'enthousiasment, proprement parler? Je vais encore une fois en revenir à l'IA. J'aimerais bien voir plus d'IA dans la vie de tous les jours. Je suppose, tu as joué à GTA 5, j'aimerais bien voir l'IA générative dans les jeux vidéo où notre jeu varie en fonction de ce qui est généré et pas en fonction du script. J'adorerais voir ça. OK. Je ne travaillerai plus en VC, je crois que je prendrai une pause de 6 mois pour retrouver mes talents de gamer. Au-delà de ça, en termes de tendance, on parle beaucoup de quantum. Je pense pas que ça va arriver de sitôt. Je pense que ça va être l'année prochaine le blockchain ou la crypto, mais plus pour les banques. Dans notre rapport, on l'a couvert en B2C, Ouais. mais là, je le vois plus en B2B2C. Et là, par exemple, on a investi dans Bitstack, qui est initialement plateforme de crypto B2C, mais qui sont en train d'ouvrir cet angle du B2B2C en passant à travers les gestionnaires de patrimoine, en passant à travers les assureurs, mais aussi les banques qui peuvent du coup fournir leurs produits à leurs clients. Et peut-être rajouter une autre tendance, ça va être, encore une fois, ça va être les agents qui vont continuer à grandir, qui vont pouvoir faire plus de tâches et ça va être les systèmes multi-agentiques. On aura des agents qui vont parler entre eux et qui vont automatiser notre vie, en tant que VC, mais en tant que, je sais pas moi, product owner, Ouais. product manager et les autres métiers Et tout aussi. le reste, en fait. C'est ça. Et justement, tu parlais de l'IA, adaptée au VC. Je ne sais pas si tu as entendu parler de VC Bench? Donc c'est une IA qui, grosso modo, est capable de prédire mieux que l'humain, soit apparemment, quelle startup est susceptible de lever des fonds. Est-ce que tu y crois et est-ce que tu penses qu'à terme, l'IA peut remplacer ton métier? J'ai un peu lu sur ça. À l'heure actuelle, ils ont pris une base d'entrepreneurs, ils ont pris le pourcentage de ceux qui ont réussi et après ils ont essayé d'aller plus loin. Sauf que la donnée qu'ils ont, elle est pas forcément concrète dans le sens où il va leur manquer beaucoup d'informations pour pouvoir évaluer un projet, d'une manière générale. Ils auront la donnée d'entrepreneurs, mais ils leur manqueront des facteurs, que ce soit par exemple l'âge, que ce soit par exemple les écoles, il y aura le logo d'une école, mais ils vont pas savoir si c'est une certification ou si c'est Oui. un vrai diplôme, par exemple. À partir de là, pour moi, c'est très difficile de prendre une décision. Quand tu auras la donnée que sur entrepreneur, c'est ce qui se passe en précide, par Oui. exemple, c'est très compliqué. Mais en plus de ça, si tu manques de la donnée, ça va être encore plus compliqué. Et en plus de ça, tu as besoin d'un VC dans tous les cas pour trouver le deal. Parce que tu auras parce que un IA, on a essayé des outils comme Harmonic, Morpheus, Signal, plein d'autres. Au final, les deals qu'ils trouvent, ils arrivent beaucoup plus tard que les Oui. humains. Et tu as des deals où personne ne parle. C'est plus un entrepreneur qui, pour toi, travaille encore dans son ancienne entreprise, mais qu'au final monte un projet, ça fait 3 mois qu'il est dessus. Ces deals-là, tu les trouveras jamais grâce à une IA. Oui. Peut-être l'IA qui va t'aider à valoriser un deal, à peut-être éventuellement en trouver parfois,
Oui, tu auras, mais une IA qui va prendre une décision à ta place de A à Z, pour moi, ça va être très, très compliqué à l'heure actuelle. Peut-être dans 5 ou 10 ans, ce sera plus possible. Mais dans tous les cas, il faudra toujours un humain derrière, pour passer le dessus. Et peut-être que, il y aura un fou qui aura l'idée de monter un fonds, uniquement, sur l'IA, qui aura les meilleurs retours, de tous les temps. Et à partir de là, il y aura plus de du coup cette technologie qui ressortira. Mais encore une fois, si tout le monde se retrouve à un niveau égal auprès de la technologie, qu'est-ce qui va faire en sorte que, un fonds va gagner un deal? Ça va être encore une fois l'humain, ça va être La relation. la relation avec l'entrepreneur. C'est ça. Oui, j'entendais, j'ai écouté un podcast justement d'un expert en IA qui disait que c'était ça, c'était l'IA va potentiellement remplacer toute cette étude de données et cetera pour permettre aux humains, comme tu l'as dit exactement, de se concentrer sur la relation humaine qui est vraiment le cœur, du métier et de l'accompagnement dans l'innovation. En parlant justement de financement de l'innovation et cetera, on est quand même dans une période où pour les start-upers, c'est un petit peu plus dur, de lever des fonds qu'auparavant. Quel est ton feeling par rapport à ça? Est-ce que tu es plutôt confiant quant à Mmh. l'avenir, de l'écosystème, notamment en France? Tout d'abord sur ton point, sur le fait qu'il y ait peut-être, moins de financement possible, sans forcément regarder les sources de données, même si elle montre ce point-là. En tant que VC, enfin startup early stage, on le voit beaucoup plus. Il y a moins j'ai l'impression qu'il y a moins de quantité d'entrepreneurs, pré-seed, seed, rien que l'année dernière. Donc c'est très facile pour nous d'investir quand il manque de la quantité. En revanche, en série A, on voit beaucoup plus d'opportunités récemment. Ensuite, quoi qu'il arrive, peu importe les conditions du marché, pour moi, un bon entrepreneur réussira à lever dans tous les cas. Donc c'est pas forcément un problème. C'est aussi pour ça qu'on voit les valorisations se développer. Par exemple, avant, l'année dernière, par exemple, on voyait un entrepreneur peut-être qui a fait une boîte qui a pas trop marché, levé à 7, 8, 10 millions de valo. Là, maintenant, c'est 15, 20, parce que, encore une fois, la qualité des entrepreneurs, j'ai l'impression, est réduite. Du coup, quand il y a un entrepreneur ou qui sort un peu du lot, l'évaluation va être menée à se développer. Ça, c'est en France. Dans d'autres pays, en Italie, par exemple, où beaucoup de VC ont le mandat de leur LP d'investir là-bas, là, les tours pré-Seed, ça va encore être plus compétitif avec, par exemple, des entrepreneurs en termes de qualité, peut-être qui seront inférieurs par rapport, aux entrepreneurs français, mais qui réussiront à lever plus là-bas. Peut-être si tu es entrepreneur français, tu vas en Italie, je ne Ouais, sais pas. il faut être Heu malin, il faut être malin. c'est ça, mais oui, enfin, c'est très difficile, mais encore une fois, l'idée, c'est qu'on a un projet concret, un projet, qui montre au VC qui va nous retourner notre fonds, on recevra de l'argent parce que dans tous les cas, on a je sais plus combien de fonds en France, donc il y aura toujours quelqu'un qui pour prendre si le projet est bien, encore une fois, il y aura toujours quelqu'un Mmh. pour nous financer. Oui, les fonds sont là, ils doivent être déployés de toute façon. C'est ça, exactement, exactement. Là, on le voit beaucoup chez les fonds série A qui ont eu un peu d'une période difficile, les 2 peut-être 2 dernières années, j'ai envie de dire. Mmh. Et là, du coup, ils se régalent, j'ai jamais reçu autant de deals de série A qu'avant, donc c'est assez intéressant. C'est plutôt bon signe. Heu, Hem, Plug and Pay est un fonds donc, américain. Est-ce que tu observes vraiment une si grande différence en termes de culture et justement par rapport à l'innovation? C'est souvent une idée reçue, voilà, le rêve américain, le financement, on lève plus aux États-Unis et cetera et cetera. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? peut-être deux choses, la 1re, c'est, la comment dire? La différence entre la culture. J'ai l'impression aux États-Unis, c'est plus réfléchir au Mmh. upside, pardon, d'un deal potentiel. En Europe, c'est plus comprendre les risques, prendre son temps, se faire une thèse et cetera. Donc ça va être plus lent, ça va être plus, chronophage par rapport à ce qui peut être fait. Ça, j'aime pas du tout pour moi, j'ai envie de si l'entrepreneur me plaît, j'adore sa vision, Ouais. mettre un ticket direct sans forcément passer par la case Didi. Et ensuite aux US, j'ai l'impression, ça j'ai entendu beaucoup parler des entrepreneurs, tout va beaucoup plus vite Ouais. pour recevoir une aide, pour parler à quelqu'un, pour, signer un client. C'est vrai que, on a mentionné qu'il y avait moins de boîtes en France qui levaient, mais on voit beaucoup plus de boîtes aller directement aux États-Unis dès le pré-seed ou dès le seed, plutôt que de le faire après la série A, ce qui historiquement était le cas. Et là, on le voit beaucoup, du coup, comment dire? Une émergence d'entrepreneurs français à New York, à SF surtout aussi. Donc voilà, c'est assez intéressant à suivre si ces entrepreneurs-là vont réussir parce que, si on compare avec les mêmes types de boîtes aux US, les fondateurs US
de ce que j'ai vu, ils ont quand même un profil beaucoup plus, comment dire? Harmonieux, si Ouais, on peut le montrer comme ça. Donc voilà, c'est intéressant et je vois aussi beaucoup plus de fonds qui promouvoient ça. Par exemple, Serena Capital, ils ont quelqu'un qui est dans le go-to-market US. On a d'autres fonds qui ont aussi ce type de poste. Donc voilà, on va voir de quoi le futur est fait, mais c'est assez aussi intéressant et c'est une tendance qu'on voit aussi. trop cool. Dernière question, avant de passer sur la conclusion. Est-ce que le fait de travailler en VC, ça t'a donné, toi aussi envie d'investir directement en tant que business angel dans des startups? Ça m'est arrivé, l'idée d'investir, l'année dernière. C'était une boîte que j'adorais franchement. Je l'ai ramenée, on n'a pas pu investir, pour une raison de biais j'imagine, des US encore une fois. Et je me suis dit: «Ah si seulement je pouvais investir en privé». Je savais pas forcément que c'était possible, mais j'en ai parlé à quelques collègues, il y en avait qui le faisaient déjà et je me suis retrouvé du coup maintenant à investir. Je crois que j'ai fait 5 ou 6 boîtes en perso. Donc voilà et l'idée quand j'investis dans une boîte, c'est, de les aider quand ils lèvent, de les aider éventuellement avec des comment dire? Avec les tendances Ouais, marché que je vois, et aussi, de les aider, avec des intros clients potentiellement. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime faire, que j'ai envie de continuer à faire. Donc voilà. trop cool, félicitations. Tu me diras félicitations dans 7 8 ans quand il y aura une exit. Écoute, merci beaucoup, Salim pour, toutes ces réponses hyper développées. Heu, pour terminer, voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les objectifs à court et moyen et long terme, on va dire, de Plug and Play? Il y a plusieurs objectifs. C'est tout d'abord continuer à développer nos fonds. J'ai dit on a 11 fonds aujourd'hui. L'idée, c'est d'en faire un peu plus, d'arriver peut-être aussi à un stade où on va investir plus en late stage, peut-être arriver à un stade aussi, on va prendre le lead. On se rend compte qu'on manque beaucoup Mmh. d'opportunités, soit des boîtes qu'on a fait avant, où on prend seulement le prorata ou des boîtes qu'on a ratées avant et qu'on peut plus faire plus tard, et qui s'avèrent être des licornes. Par exemple, Penny Lane, on l'a eu en série A, je crois. On pouvait pas le faire et on a vu ce que c'est devenu. Donc voilà, continuer à faire ça et croître aussi l'activité en innovation en supportant plus de corpos à travers leurs besoins et ça, c'est aussi une source pour nous de supporter les startups de notre portefeuille. Donc ça va être une activité, 3 où il y a 3 gagnants, du coup les startups qui ont des Ouais. clients, nous qui augmentons notre part de capital dans la startup et le corpo qui se retrouve avec une technologie et qui va l'aider à réduire les coûts, augmenter l'efficacité opérationnelle et développer de nouveaux revenus, on va dire. Donc voilà. On te souhaite, du coup, bon courage pour accompagner Plug and Play dans ses objectifs. Merci beaucoup Salim, c'était vraiment, un plaisir de t'avoir avec nous, aujourd'hui. Je pense que ça va éclairer pas mal de gens et j'espère qu'on aura l'occasion de participer, et d'apporter notre pierre à l'édifice, à l'écosystème ensemble. Donc voilà, merci beaucoup Merci beaucoup pour l'invitation et j'espère qu'on se fera un foot bientôt. et j'attends ton invitation. Avec plaisir. Merci.